Bonjour à tous, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que je pense que les États-Unis vont attaquer l'Iran. Mais aussi que, c'est ma thèse, vous la connaissez, parce qu'on a parlé de ce sujet plein de fois, mais aussi que, en fait, il y a un deal secret, à haut niveau, secret et informel, à haut niveau, entre l'Iran et Israël, et peut-être même les États-Unis, pour dire on fait semblant d'être des ennemis parce que ça maintient nos régimes respectifs en place. Bon, je ne sais pas. L'année dernière, nous avons vu que cette fameuse guerre des 12 jours était une sorte de théâtre. En tout cas, à la fin. Parce que clairement, l'attaque d'Israël, qui suivait des années d'attaques d'Israël sur l'Iran sous forme d'assassinats de scientifiques, d'universitaires, de sabotage, etc., informatique, etc., sous le prétexte réel ou supposé, je ne sais pas, je n'y suis pas, de saboter ou de détruire ou d'empêcher le développement du programme nucléaire iranien, ce qui devrait donner comme message, et tout ceci donne le message au gouvernement iranien, comme on dit dans les médias, alors les médias occidentaux disent le régime des mollahs, et nous c'est quoi? C'est le régime des pédophiles. Moi, franchement, à choisir, je préfère être géré par des mollahs que des pédophiles, à partir du moment que les mollahs ne sont pas pédophiles. Mais bon, je me comprends. J'en sais rien, je préférerais être géré sans gouvernement et sans mollahs et sans pédophiles. Mais voilà. Alors, bon, nous savons qui dirige les médias et ce sont les mêmes qui n'aiment pas l'Iran. Et donc, pourquoi ils n'aiment pas l'Iran? Parce que c'est un danger face à leur expansion et leur hégémonisme régional. Ok, on n'est pas con, mais les gens qui écoutent les médias de grand chemin, bah, ils sont un peu, ils n'ont pas réveillé en tout cas. Mais c'est comme ça. Donc ça fait 20 ans que j'y pense, et depuis que l'on discute, vous et moi, ça fait longtemps que je vous parle d'Iran, ça fait longtemps que je vous parle de attention, il risque d'y avoir une guerre, et surtout, qu'est-ce qu'on fait si cette guerre arrive? Et on se prépare. Et donc la guerre des 12 jours, elle a probablement démarré avec une réelle attaque d'Israël sur l'Iran, avec une réelle riposte de Téhéran, de l'Iran sur Israël. Ça a fait beaucoup de dommages. Tout le monde était surpris que les missiles iraniens ont passé la défense, pas tous, mais ils ont saturé, puis certains ont passé la défense antiaérienne israélienne et ont causé beaucoup de dommages, ce qui a probablement poussé Israël à dire aux États-Unis au secours, aidez-nous. Et là, les États-Unis ont joué une pièce de théâtre avec l'Iran, où on a fait semblant de bombarder, euh, et l'Iran aussi a fait semblant de riposter, et ça s'est arrêté. Et probablement Trump a dû dire à Israël on arrête, parce qu'on ne peut pas faire plus. Ok, ça c'était l'année dernière. Et les conseils de préparation qui nous disent euh, préparez-vous, je lis les nouvelles en même temps, mais rien, il s'est rien passé. Ça fait 3 semaines, je vous dis attention le week-end, il pourrait se passer quelque chose. Et je me suis trompé. C'est normal, je ne suis pas prophète, je ne suis pas dans le. Mais j'aime bien vous dire attention, il pourrait se passer quelque chose ce week-end. Fort heureusement, quand bien même il se passerait quelque chose, à moins que vous soyez en Israël, et il y en a parmi vous qui y sont, ou que vous soyez en Iran évidemment, ou dans la région, et il y a pas mal d'entre vous qui sont à Dubaï ou aux Émirats, pas mal, quelques dizaines, eh bien, ou au Qatar, ou dans le Golfe, etc. Il y a même quelqu'un qui est en Arabie Saoudite, je crois. Bref, eh bien, vous n'allez pas être, voilà, j'ai terminé de dire ce que je veux dire, vous n'allez pas être en danger. Là-bas, évidemment, il y a toujours le risque d'un missile perdu ou que la guerre s'enlise, mais on y arrive. Donc, si vous êtes dans cette optique de vous préparer, vous savez quoi faire, c'est le moment de remplir vos réservoirs d'essence, c'est encore l'hiver, c'est bien, il y a de l'antigel dans l'essence, c'est le meilleur essence de l'année, tant mieux. Profitez-en. Les prix pourraient monter si une guerre démarre, et surtout si c'est pas un théâtre comme l'autre fois, si ça se termine pas en farce, en kabuki comme l'autre fois. Alors, juste quelques points intéressants. Tiens, c'est marrant, j'ai des t-shirts qui ont été mangés par des rats, ou des. Ouais, je crois que c'est des rats. C'est pas des mythes qui font des trucs aussi grands, mais c'est pas grave. J'ai pris ça ce matin dans ma boîte, et puis voilà. Il fait enfin chaud. On avait une petite coupure de chauffage pendant mon absence, et bon, là, j'ai dû mettre pour une fois le chauffage en plus de la cheminée. On s'en fout. Mais en revanche, depuis 3 4 semaines, les États-Unis montent en puissance les forces qui sont en présence dans le Golfe. Alors, point numéro un qui fait pencher pour oui, il va y avoir conflit. Ça coûte incroyablement cher de déployer autant de forces. Pensez au F-22.
comme les F-35 d'ailleurs. Mais le F-22, c'est la première fois, à ma connaissance, que le F-22 a été déployé en prévision d'un combat possible. C'est un animal, c'est un avion qui, comme tous les trucs américains récents, a été conçu sous une sorte de parapluie de corruption et de gabegie. Bref, tous ces trucs plaqués or, comme on dit, a besoin de 40 heures de maintenance pour 1 heure de vol. Donc vous imaginez déjà les faire transporter, les envoyer des États-Unis jusqu'en Arabie Saoudite, plus, enfin en Arabie Saoudite, toutes les différentes bases dans la région, plus chaque fois qu'ils vont aller faire une patrouille, chaque fois qu'ils vont aller au combat, il va falloir... Ça coûte un pognon de dingue. Plus bientôt 2 porte-avions. On parle de 1/3 de la flotte américaine. Ça montre à quel point la flotte américaine n'est plus ce que c'était. 2 porte-avions, c'est 2 flottes autour d'un porte-avions, c'est le tiers de tout le potentiel américain. C'est énorme. Pendant la guerre du Golfe, ils n'avaient jamais déployé autant de forces. Et plutôt, ils avaient déployé beaucoup plus, mais c'était une proportion moindre de tout ce qu'ils avaient de disponible. Bref, le risque, c'est qu'effectivement, il y ait des attaques, il y ait des réponses iraniennes sur les Américains, mais aussi sur les Israéliens, voire que l'Iran, sachant qu'il va être attaqué, attaque en premier, ce qui serait une erreur d'un point de vue diplomatique, mais enfin, tactiquement, ça peut lui donner des avantages. Et donc tout ça, c'est l'inconnu de la guerre, c'est le brouillard de la guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a toujours l'option pour l'Iran de couler des bateaux dans le golfe d'Ormuz et de bloquer le transit des pétroliers. C'est moins grave aujourd'hui que dans les années 80 ou années 90, parce que beaucoup de pétrole part par oléoduc du golfe Persique, où il y a le pétrole, vers la mer Rouge, où il y a des terminaux maintenant, où il peut être chargé sur les pétroliers là-bas, donc c'est moins important qu'avant, mais enfin quand même. Et aussi, il y a l'autre facteur, c'est qu'une grande partie du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, il va vers l'Asie. Il ne va pas vers l'Europe ou vers les États-Unis. Un tout petit peu, mais pas autant. Et donc, la Chine étant un des bons clients de l'Iran et un allié, et en ce moment, justement, on a vu des vols d'avions cargo depuis une année de Chine, beaucoup, un peu de Russie, mais surtout de Chine, qui ont amené du matériel. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des missiles anti-aériens? Est-ce que c'est des missiles anti-navires? Est-ce que c'est des avions? Mais en tout cas, le déploiement militaire de matériel chinois en Iran a été, on peut le supposer, important cette dernière année. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer si, en plus, les missiles hypersoniques iraniens sont capables de percer les défenses américaines, couler des bateaux américains ou les endommager fortement. C'est que c'est rempli de bonhommes, hein, ces bateaux. C'est pas juste... c'est pas des drones. C'est rempli de trucs. C'est obsolète, hein, les bateaux de guerre, malheureusement. Moi, j'adorais ça. Je suis passionné de technologie navale, mais tous ces bateaux de guerre aujourd'hui sont remplis de gugus qui vont flamber comme des saucisses au moindre missile qui touche les bateaux. On se souvient de la guerre des Malouines, ce qu'ont fait les Exocets, mais aujourd'hui on n'a pas des Exocets, c'est des trucs beaucoup plus puissants. Et les bateaux c'est toujours les mêmes, et les bateaux ça coule et ça brûle bien. Donc on verra. Pourquoi ça? Parce que s'il y a dommage, s'il y a mort, peut-être que les États-Unis escaladent. De même que si Israël participe à la guerre d'une manière ou d'une autre, soit parce que l'Iran riposte aux États-Unis en attaquant Israël, parce qu'ils savent très bien que c'est Israël qui pousse à la guerre, voilà. Eh bien, Israël riposte sur l'Iran. Si la riposte se passe pas bien, ou si les attaques iraniennes sont très fortes sur Israël, on peut avoir un dérapage, que ce soit par les Américains ou les Israéliens, vers l'arme nucléaire. Et là, on rentre dans l'inconnu, on rentre dans un nouveau monde. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé d'armes nucléaires au combat. Et là, c'est de la haute diplomatie entre la Russie, la Chine, les États-Unis, Israël. Bon, l'Europe compte pas là-dedans. Mais qu'est-ce qui se décide? Qu'est-ce qui dérape? Qu'est-ce qui dérape pas? Et encore une fois, à quel point il y a une partie de théâtre. Amener toutes ces forces dans la région, c'est négocier fort. Mais c'est aussi ne pas pouvoir s'empêcher de ne pas les utiliser. Hein, quand il y a pelouse, il y a match, comme disait l'autre. Quand tu descends avec tes copains pour péter la gueule à la bande, au gang adverse, à l'adversaire ennemi, bah une fois que t'es là, t'as envie de te battre. T'as pas envie de faire de l'esbrouf puis rentrer chez toi. Hein, c'est Billie Jean de Thriller, enfin de Michael Jackson. Bref. Donc,
comment ça va se déployer, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a énormément d'inconnus. Alors, l'aviation iranienne n'est évidemment pas son point fort. Donc, l'entrée, on l'a vu l'année dernière, l'entrée de l'espace aérien iranien est possible, largement possible, par des avions ou des drones israéliens ou américains. La défense aérienne iranienne, l'année dernière, pourquoi elle n'a pas réagi? Est-ce que c'était parce qu'elle était mauvaise? Est-ce qu'elle n'était pas au point? Est-ce qu'elle a été brouillée? Ou est-ce qu'il y avait un théâtre et que finalement on s'est mis d'accord qu'elle n'allait pas agir? Mystère. Est-ce que cette année ce serait pareil? Est-ce qu'elle sera plus forte? Mystère. Là aussi, des avions abattus, des pilotes capturés, ça la fout mal. Des actions des forces spéciales en Iran? C'est possible. Par infiltration, par attaque, coup de poing comme au Venezuela. Les États-Unis sont très bons là-dedans, les Israéliens aussi. Est-ce qu'ils vont risquer des troupes au sol dès le départ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils utiliseraient même un débarquement aéroporté ou amphibie ou par force spéciale au point clé du détroit Hormuz pour éviter qu'on coule des bateaux, etc., pour peu que ce soit vraiment efficace? Aujourd'hui, avec des missiles, la portée est longue et loin et grande, donc juste capturer quelques points clés, c'est possible, mais c'est très dur, hein. Il y a beaucoup de forces iraniennes. Là où l'Iran est très fort, c'est les forces terrestres. Ils ont beaucoup de personnel militaire, armé. Sont-ils bien formés ou pas? Difficile à dire. Ont-ils de l'expérience? Pas vraiment. Ça fait longtemps que la dernière fois que l'Iran était en guerre, c'était dans les années 80, donc ça fait longtemps. Mais même un mec pas formé, s'ils sont 50 avec leur Kalachnikov, ton mec des forces spéciales, il doit faire gaffe. Parce qu'une balle, ça tue pareil, hein. Et donc voilà, il faut faire attention. Enfin, ils vont faire attention et c'est risqué. Donc, s'il y a des morts, ça peut escalader, etc. Donc, on est une situation inconnue et puis peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'ils font exprès pour me montrer que j'ai tort de vous dire attention ce week-end, etc. Attention, l'aviation israélienne en alerte. Là, ce matin, dimanche, on m'a dit attention, il y a des avions de chasse partout sur Israël. Moi, j'ai envie de dire, il y a tout le temps des avions de chasse partout sur Israël. Mais bon, sont-ils à nouveau en alerte? Se passe-t-il quelque chose? Est-ce un exercice? On ne peut pas savoir ce genre de choses. Que ce soit du théâtre ou pas. Donc, ce matin, je lisais un article très intéressant dans l'Antipresse de dimanche par Slobodan Despot, notre ami, que je salue, et dont l'Antipresse est une excellente source pas d'information, mais de réflexion alternative. Et dans cette Antipresse, il parlait effectivement de la manière même. Alors l'Iran, est-ce que c'est un pays islamique? Oui, mais c'est un pays islamique non conforme, parce que justement, il est chiite et pas sunnite. Et la manière de faire la guerre dans l'islam est tout à fait théorisée dans le Coran, et surtout, elle a été mise en pratique de manière brillante, hein. Regardez, j'avais fait une vidéo avec un historien qui s'appelait, je ne sais pas si c'était Monsieur Nafziger ou d'autres, mais on avait fait une vidéo il y a peut-être 10 ans sur l'islam et la guerre. Tout historien de la chose militaire reconnaît que l'islam, à l'époque classique, donc jusqu'au, on va dire, 16e siècle, 17e siècle, y compris donc dans sa période de décadence, a une manière de faire la guerre brillante. Brillante pour l'époque. Évidemment, il a été dépassé par la technologie occidentale et il n'a fait que décliner depuis. Et aujourd'hui, à part dans des conflits asymétriques ou alors dans la conquête par la migration et la fertilité, en fait, il n'est pas bon. Mais ce n'est pas l'islam, c'est les pays musulmans ou les pays arabes en général. Et puis surtout, il y a très très peu de guerres depuis l'Empire ottoman qui s'est effondré en 1918. L'Irak, l'Iran n'ont pas montré des prouesses fantastiques au combat. Mais peut-être que la motivation n'y était pas, et même en 67, 73, voilà, c'était pas génial. Mais pas le Hamas je sais pas, j'ai pas l'analyse de leur combat, d'autant qu'il y a eu beaucoup de morts et peu de survivants, donc on n'a pas beaucoup de retours encore. Même du côté israélien, on a peu de retours qui sont fiables. Mais au Liban, le Hezbollah, alors il faut dire Hezbollah, les gens se moquent quand je dis islam. Bah, je ne sais pas comment il faut le dire, il faut dire islam, il faut dire
je dis respectueusement, islam, voilà. Et le Hezbollah a montré qu'il sait se combattre de manière très très bonne, même s'il se fait avoir parfois par la ruse. On a vu l'histoire des beepers, etc. On a vu qu'il y a toujours des traîtres, il y a toujours des informateurs, etc. Mais c'est une armée à terre redoutable. Alors, elle n'est pas présente dans les airs, elle a des missiles, etc. Enfin, c'est assez impressionnant ce qu'elle a réussi à faire et qu'elle est toujours capable de faire. Alors, s'étant du fait de la chute de la Syrie, encore qu'on ne sait pas trop ce que fait la Syrie en ce moment, clairement, il a moins de soutien logistique de la part de l'Iran. Et c'est là où il y a le danger, c'est que si l'Iran est attaqué et que le Hezbollah au Liban riposte, est-ce qu'on a à nouveau une invasion de l'Iran de la part du Liban de la part d'Israël? Les dernières fois, ça a raté. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu depuis 1982, hein, la première grosse invasion. Ça a coûté très très cher. C'était un mini Vietnam pour Israël. Là, en 2006, ils se sont pris une claque. L'année dernière, depuis 2022, l'incursion israélienne, elle n'a pas bien fonctionné. Bon, maîtrise des airs, oui, maîtrise de l'information et de l'électronique, oui, mais sur le terrain, visiblement, Israël a, avec sagesse, décidé de ne pas aller trop loin au Liban, parce que c'est trop cher, on perd des hommes, ça va pas. Donc on rentre dans une période difficile. Donc je voulais juste vous faire ce petit topo, et donc ouais, et Slobodan Despot nous dit que voilà, il y a un art de la guerre islamique. Et c'est vrai, et j'ajoute, et c'est ce qui m'a fait penser à vous faire cette vidéo, il y a un art de la guerre iranien, qui est spécial, qui est subtil, qui est très basé sur la diplomatie, sur la dissuasion, sur l'infiltration. Pas tellement sur le terrorisme, par exemple. Je connais des gens qui disent, attention, s'il y a une guerre, il y a des cellules terroristes iraniennes qui sont passées par le Venezuela, armées par les Chinois et mon cul sur la commode, qui ont infiltré les États-Unis et qui vont attaquer des petits villages, les supermarchés, etc. Ouais, moi j'y crois pas trop, parce qu'on sait très bien que le terrorisme, quand il est pour la libération nationale, ça fonctionne, parfois, pas toujours. Mais quand il s'agit d'être une arme asymétrique dans un pays où tu n'es pas très représenté, il n'y a pas beaucoup d'Iraniens aux États-Unis. Alors oui, mais c'était des gens qui étaient du temps du régime du Shah et qui sont tous à Los Angeles et qui ont bien réussi et qui n'ont rien à voir avec le régime des mollahs, pour le coup, c'est vrai. Donc je ne crois pas trop à l'infiltration et au terrorisme. Enfin, il faut être sur ses gardes, mais bon, à peine plus que d'habitude. Parce que les mecs au couteau fou, il y en a de toute façon, il n'y a pas besoin d'attendre les Iraniens. Et les Iraniens, c'est pas trop dans leur style. En revanche, développer de la technologie, attaquer avec des sous-marins, avec des drones, la flotte américaine, les ports israéliens, alors des attaques sur les ambassades israéliennes ou les lieux de culte juifs à travers le monde, attention, c'est arrivé en Argentine, ça pourrait arriver aux États-Unis, ça oui, ce serait dommageable et je regretterais si ça arrive évidemment, parce qu'on n'attaque pas des civils, mais après dans une guerre totale, tout le monde attaque des civils aussi. Quand ils bombardent l'Iran, ça tue des civils. Bon, mais vous savez que les médias étant tenus en Occident, si l'Iran attaque évidemment je sais pas, une synagogue, ça tue des civils. Quand bien même ces civils payent et contribuent à la guerre d'Israël, les médias disent, voilà, attentat ignoble, on assassine des enfants, etc. Et c'est vrai. De l'autre côté, si Israël bombarde l'Iran et ça tue des enfants, c'est des dommages collatéraux. Voilà, c'est comme ça, on sait, mais c'est dégueulasse dans tous les sens. La guerre, c'est moche, l'eau est mouillée et le feu brûle. Voilà, mais on le regrette, mais malheureusement, c'est la réalité du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose qu'à chaque fausse alerte sur l'Iran. On remplit notre bidon d'essence, on vérifie qu'on est prêt, on profite de la vie aussi. On ne stresse pas, on relit Survivre à la peur, on vérifie les probabilités qu'il y ait vraiment quelque chose qui nous touche qui sont faibles, et on agit en conséquence. Alors évidemment, en fonction d'où on est, qui on est, où on se trouve. Attention avec les voyages, de ne pas vous rester coincé. Là, en ce moment, j'ai ma copine qui est en Islande. On est en train de regarder pour voilà, est-ce qu'il y a un plan, peut-être pas B ou C, mais un plan D ou Z en Islande? Et puis on aime bien ce pays, on aime bien le froid, on aime bien le nord, mais c'est pas pour maintenant. Tu sais, il y a des gens qui veulent prendre leur retraite j'allais dire Mersel Kébir, pas du tout, qui veulent prendre leur retraite à Sidi Bou Saïd,
Peut-être qu'il y en a qui vont prendre leur retraite à Reykjavik ou à Akureyri au milieu de l'Islande, là où il n'y a personne, il y a que des volcans et des petits oiseaux au bord de la mer. Bref, euh, je sais pas. Elle est en Islande, donc là je me dis, si ça pète et que ça bloque les trafics aériens, ça m'énerve parce qu'elle devrait rentrer dans quelques jours. Et bref, je délègue mon travail à ma conjointe. À très bientôt, préparez-vous, et puis bon, lisez l'antipresse, et puis voilà, c'est une vidéo un peu en plus des autres. Je continue à vous sortir des nouveautés. Je vous referai un sondage cette semaine sur qu'est-ce que vous voulez pour 2026. Je voulais le faire en janvier, mais j'ai un peu tardé, voilà, ce sera en mars. Euh, Profitez de la vie, lisez mes livres, et vous savez quoi, si vous voulez me faire plaisir, quand vous lisez mes livres, vous laissez un commentaire sur Internet, sur Amazon ou la Fnac ou autre, en disant ouais, ce livre il est, vous les mettez ce que vous voulez, et vous en parlez autour de vous. Je vous avoue que s'ils se vendent bien, ils se vendent moins bien qu'avant. C'est-à-dire que il y a 10 ans, les livres se vendaient beaucoup plus. Alors qu'aujourd'hui, les dangers sont beaucoup plus grands. C'est ça qui est bizarre. Donc soit les gens s'en foutent, c'est possible, soit les gens ne lisent plus, ça c'est très possible, soit il n'y a pas de bouche à oreille. Faut pas hésiter, faites du bouche à oreille, ça me fait plaisir, ça soutient mon travail. Je vous remercie, préparez-vous.